Alors, nous voici maintenant à la septième rencontre de notre club de jardinage français LSQ. Aujourd'hui, on va parler de maximiser le potentiel du jardin. Donc, comment obtenir sur le petit espace qu'on a, comment aider nos cultures à pousser plus fort, mieux. Et donc, on va parler des stratégies pour maximiser notre espace au potager. Ensuite, on va parler de la vie du sol. Ça peut nous aider à améliorer nos cultures. En fait, c'est le meilleur outil. Le sol, c'est le meilleur outil pour nous aider à avoir des super belles cultures de beaux légumes. Donc, ensuite, on va parler des champignons mycorhiziens. Alors, la mycorhize, on va définir tantôt qu'est-ce que c'est, mais pour le but du cours aujourd'hui, je vais vous dire que c'est un champignon qui est en relation avec les racines d'une plante. Donc, par la suite, on va parler des amendements et leur rôle au jardin. Donc, les amendements, c'est tout ce qu'on va ajouter pour aider notre sol. Et durant la discussion aussi, là, on pourrait parler de vos expériences. Avez-vous déjà essayé quelques trucs que je vais vous présenter aujourd'hui? Avez-vous déjà essayé ça? Est-ce qu'il y en a qui vous tentent d'essayer cette année? Donc, on va y aller. Alors, premièrement, une stratégie pour maximiser l'espace au potager, c'est utiliser les densités. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu dans les cours précédents. Sur les paquets de graines, vous pouvez voir c'est à quelle distance de plan vous avez besoin de mettre différents légumes. Donc, il y a aussi un outil qui s'appelle des chartes de densité qui sont dans le Trello que vous pouvez utiliser. Puis la raison pour laquelle on parle d'utiliser les densités pour nous aider à maximiser l'espace, c'est parce que on peut entasser nos choses pour profiter de chaque petit centimètre qu'on a. Par contre, on veut s'assurer de ne pas étouffer nos plantes. Et si nos plantes sont trop collées l'une à côté de l'autre et qu'on ne respecte pas les densités, bien là, on peut avoir des problèmes de maladie. On peut avoir de l'humidité qui reste prise dans les feuilles, puis ça fait de la petite moisissure. On ne veut pas ça. Donc, on est capable d'entasser, de rapprocher le plus possible nos légumes, mais sans les étouffer. Donc, gardez ça en tête. Par la suite, on a aussi vu lors de plusieurs rencontres, on a parlé des successions. Donc, ça, c'est quand il y a une plante qui est finie d'être récoltée, on est déjà prêt à la remplacer avec une autre. Alors, ça peut être la même plante. Par exemple, je fais pousser de la nette. Puis là, je l'avais plantée en mai. Je l'ai toute mangée. J'en replante en juin, en juillet, puis en août. Donc ça, il faut penser d'avance, est-ce que vous l'achetez en centre-jardin ou vous la semez vous-même? Donc, il faut connaître nos dates pour semer et nos dates pour sortir au jardin. Donc, ça prend un peu de préparation en avance. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de garder la même plante. On pourrait planter en début juin de la laitue. On en mange un peu ici et là, ou on attend qu'elle arrive à maturation, puis on la coupe. Et ensuite, on remplace avec une courgette. Puis là, on récolte en août. Et puis, en août, on peut semer des radis. Donc, il y a toujours quelque chose qui va remplacer. Ça prend un peu de planification. Une autre stratégie pour maximiser notre espace au jardin, c'est les cultures intercalaires. On se rappelle, on attend que le gros plan y arrive, mais autour, on sème d'autres choses. Puis, il y a un autre truc qu'on peut utiliser, c'est prioriser les cultures à courte durée et de petite taille dans les petits potagers. Donc, si vous voulez manger souvent quelque chose qui est poussé chez vous, la meilleure idée, ça serait des laitues et des légumes-feuilles, un peu comme la roquette qu'on voit ici. Il y a la moutarde et puis l'épinard ou le mesclun, qui sont des bébés salades mélangés. Des bébés laitues, pardon.
on les mange très jeunes, le mesclun. Donc, vous pouvez les semer puis manger au rythme que ça pousse quand c'est de petite taille. Donc, ça nous permet de sauver de l'espace, toujours avoir quelque chose qui pousse au jardin. Et puis, une autre stratégie que vous pouvez utiliser, on l'a vu lors de la conférence sur la permaculture, puis ça, c'est utiliser une technique qui s'appelle les 3 sœurs. Ça, c'est utiliser l'espace vertical, donc cultiver en hauteur. Puis vous allez voir, on a beaucoup d'idées pour cultiver en hauteur. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous avez soit des petits espaces, des balcons. Ça peut être pratique d'utiliser la verticale. Donc, les 3 sœurs, la semaine passée, on l'avait vu. C'est lorsqu'il y a un maïs, puis là, il va y avoir des haricots qui vont grimper. Puis au pied, il y aura des courges. Donc, ça nous vient des Mayas. Puis les Autochtones aussi utilisaient cette technique-là. Une autre façon d'utiliser l'espace vertical, c'est d'utiliser un peu de créativité. Puis, comme vous pouvez voir, l'image à droite, il y a comme une structure en forme un peu de tipi. Donc, avec des branches, du bois, du bambou, ça serait de former une structure en forme de tente et ensuite utiliser de la ficelle pour les connecter tous ensemble, mais aussi, lorsque nos pois vont grimper, ils vont s'accrocher sur la structure. Donc, je trouve ça pas mal mignon. Là, ça fait une petite cabane pour les enfants, mais aussi, c'est super pour les plants grimpants. Donc, oui, il y a des haricots, mais il y a aussi des cucamelons. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça, mais c'est comme des petits cocombes. C'est comme des bébés melons d'eau, mais c'est des petits cocombes, puis ça vient du Mexique. C'est très rafraîchissant, c'est super petit et mignon. Puis ça grimpe. Donc, n'importe quoi qui grimpe, vous pouvez utiliser des structures comme ça. Et puis ensuite, on voit dans la photo du milieu, il y a une structure en A. Donc, différentes choses peuvent utiliser cette forme-là. Puis si on les met une derrière l'autre, ça économise encore de l'espace. Puis, il y a des choses qui peuvent pousser entre, des choses qui ont besoin de plus d'ombre. Par exemple, qui pourrait flétrir très vite au soleil, ça peut aller en dessous aussi, là. Donc, on utilise toutes les petites parcelles d'espace. Et puis, à côté, on voit la photo d'un arche. Donc, il y a 2 murs, mais aussi le toit. Alors, on peut vraiment utiliser toutes les superficies lorsqu'on s'invente des structures à la verticale. Une autre stratégie, une autre structure, lorsqu'on utilise l'espace vertical, c'est la forme de cage. Donc, on voit ici monsieur qui travaille son jardin à l'intérieur d'une cage. Puis, l'avantage avec ça, c'est que ça va permettre à vos cultures grimpantes de monter tout en protégeant des ravageurs, par exemple les ratons ou les écureuils. Ça, j'aimerais ça l'essayer un jour. Je sais qu'ici, à l'ado, on a des visiteurs, on a beaucoup d'écureuils. Donc, espérons qu'on n'aura pas à se rendre là. Puis, par la suite, on a utilisé des tours de culture. Ici, on voit que c'est des anciennes poubelles ou des paniers à linge. Ça ne coûte pas très cher. Je pense que des paniers à linge comme ça s'achète au magasin du dollar. Puis, c'est idéal pour faire la culture de fraises. Et je sais qu'à l'ado ici, on va faire une expérience avec une tour de patates, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est des laitues dans une ancienne poubelle. On va vous en donner des nouvelles. Ensuite, il y a aussi utiliser toutes les structures qu'on a autour de nous. Par exemple, si vous avez un composteur à la maison, vous pouvez avoir déjà là, votre compost qui est en train de se produire, mais il y a certaines cultures qui sont très heureuses à pousser dans le compost. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais ça serait juste de vous assurer c'est quoi les besoins de ces plantes-là. Mais par exemple,
ici, c'est des courgettes, si je ne me trompe pas. C'est dans la famille des courges, donc c'est une idée. Puis, il y a aussi utiliser, par exemple, le dessus d'un toit d'une remise. Utiliser toutes les structures architecturales qu'on a à la maison. Une clôture, un cabanon, notre rampe d'escalier, par exemple, pour des grimpants. Puis, si ce n'est pas quelque chose qui est grimpant, on peut quand même offrir une structure. Par exemple, il y a certaines tomates qui ne sont pas nécessairement grimpantes, mais elles peuvent pousser en hauteur. Donc, c'est juste à nous de les tutorer, à s'assurer qu'on guide leur croissance sur une structure qui va vers le haut. Donc, il y a des tomates qu'on pourrait mettre là, sur une arche, par exemple. Mais ça va être à nous de nous assurer qu'elles poussent comme il faut pour rester attachées sur l'arche en question. Et donc, ça m'amène maintenant à parler de la vie au sol, qui est une autre stratégie pour nous aider à maximiser le potentiel de notre jardin, à produire plus et à produire des beaux légumes en santé. Donc, c'est le sol et prendre soin de la vie du sol. Parce que c'est comme le garde-manger du potager. Et puis, lorsqu'on a un sol vivant, ça veut dire que la croissance va augmenter parce qu'on a dans le sol toutes les petites choses qui aident à avoir un sol en santé. Donc, on pense des légumes en santé. Puis, qu'est-ce qui rend un sol vivant? Bien, c'est ses habitants. Donc, les insectes, les petits animaux, les différentes plantes et différents micro-organismes. Donc, ça va être des bactéries ou des champignons qui sont bénéfiques pour la terre, pour le sol. Donc, on parle alors d'écosystème. Alors, quand on parle d'écosystème, on pense un peu à une communauté qui interagit ensemble. Il y a des dépendances. Donc, un petit insecte va avoir besoin de l'autre ou il y a des échanges. Donc, il y a un champignon qui va avoir une relation avec les racines qui va être bénéfique pour la plante, mais la plante aussi nourrit le champignon. Puis, il va y avoir différents supports. Donc, ça, c'est à quoi on pense quand on pense à un écosystème. Puis, c'est ça qu'on veut préserver dans la terre. Puis, quand on fait ça, ça nous aide à avoir un sol très riche. Et puis, par exemple, les vers de terre, on en veut dans le sol. Et eux autres, ils vont manger la matière organique, la transformer, puis rendre leur déjection, donc leur caca, va faire que il y a des minéraux qui vont être disponibles pour les plantes. Alors, on en veut des vers de terre, on veut les protéger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas aller jouer dans la terre puis tout virer de bord parce qu'on pourrait les couper, les blesser, les déranger, les tuer. Et donc, on ne tripote pas trop la terre. J'en suis maintenant rendue à parler des champignons mycorhiziens. Donc, c'est un champignon qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est microscopique. Et puis, ça va faire une relation avec les racines. Donc, chaque fois que je vais dire le mot mycorhizien, on pourrait peut-être dire, parce qu'il n'y a pas de signe en LSQ pour ça, hein, on pourrait peut-être dire champignon, relation, plante ou quelque chose comme ça. Je vous laisse le désigner, mais juste pour économiser nos poignets d'interprètes, et puis elle n'est pas toujours mycorhize, ça pourrait vous fatiguer, puis vous êtes précieux. Donc, c'est un champignon qui est tout petit en relation avec les racines. Puis vous voyez sur l'écran, j'ai mis des photos de plantes qui ont eu un ajout de mycorhize lorsqu'ils ont poussé. Donc, on voit, par exemple, à la gauche, le système des racines de différentes plantes, c'est toujours plus petit. Puis, lorsqu'il y a eu de la mycorhize d'ajouter, le système racinaire est plus grand. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les plantes vont être beaucoup plus fortes, être capables d'aller étirer leurs racines puis aller chercher l'eau et aussi absorber encore plus de nutriments.
Donc, ça va faire des plantes plus fortes. Les champignons vont avoir cette relation avec la plante. Quand la plante absorbe le soleil, se nourrit par les rayons du soleil, ben, ça va aller donner de la nourriture aussi aux champignons qui va ensuite travailler pour la plante en le protégeant de maladies. Ça va créer comme un antibiotique qui va repousser des maladies de la plante. Donc, c'est vraiment un bon outil pour fortifier nos plantes. Et ça fait une belle vie dans le sol. Alors, lorsqu'on pense à une plante qui a un plus grand système racinaire, on va penser à une plante plus forte, plus résistante à la maladie et à la sécheresse. Alors, nous, on y gagne, la plante aussi. Puis, ça fait une belle relation là, avec les champignons. Moi, je suis une très grande fan. Alors, il y a des légumes qui ne profitent pas de la mycorhize. Donc, si vous allez vous procurer de la mycorhize en centre-jardin, il va être écrit dessus, là, légumes et fines herbes ou peu importe, il y a différentes variétés. Mais assurez-vous, avec les outils qu'on met dans le Trello aussi, vous pouvez vérifier ça, mais aussi juste une recherche sur Internet, il y a certains légumes qui ne bénéficient pas de la mycorhize. Donc, la famille des choux, par exemple, navets, choux, radis. La famille où on trouve les épinards et la betterave bénéficie pas de la mycorhize. Donc, lorsque vous en mettez au jardin, par exemple, vous faites un petit transplant de votre épinard, ben mettez pas de la mycorhize parce que ça lui ajoutera pas. Il va pas faire plus de racines. Il va pas rentrer en relation avec le champignon. Et aussi, il y a une famille d'herbacées, donc on va penser à l'oseille et à la rhubarbe. Ça ne profite pas de la mycorhize, ça ne va juste pas réagir. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'ajouter au sol quand on fait un transplant, par exemple. Puis, quand on utilise la mycorhize, on limite l'apport en phosphore. Puis, ça, c'est le deuxième chiffre sur la boîte d'engrais. On va toujours voir 3 chiffres pour le NPK. J'en dis pas plus, mais la semaine prochaine, on va parler d'engrais. Et puis, juste garder en tête que c'est mieux d'ajouter de la vie au sol, de ne pas trop focusser sur les engrais. Les engrais, c'est juste quelque chose qu'on utilise en moment de carence, par exemple. Puis, on va focusser sur le compost, prendre soin de la vie du sol, faire un bel environnement pour les décomposeurs comme les vers de terre et entretenir la vie des champignons mycorhiziens. Donc, peu de phosphore lorsqu'on en utilise. Et c'est ça, donc travailler le sol par en dedans. C'est vraiment un très bon allié pour maximiser nos cultures. Et donc, ça m'amène à parler des amendements du sol. Comme j'avais mentionné tantôt, les amendements, c'est tout ce qu'on va ajouter à la terre pour améliorer sa structure et sa composition. Donc, quand on parle de structure, est-ce qu'on a une terre qui se défait dans les mains? Est-ce qu'on a une terre glaiseuse? Puis sa composition, est-ce qu'on a beaucoup de sable? Donc, pour ajouter une belle qualité de terre chez nous et adapter notre sol aux besoins des plantes, on utilise des amendements. Donc, ça pourrait être du paillis, ça pourrait être du compost, du fumier, de la tourbe de sphaigne ou des engrais verts. Donc, j'ai mis des photos sur le côté où on voit une brouette pleine de fumier. Donc, pas besoin d'avoir un fermier à côté de chez nous. Vous pouvez vous procurer ça en centre-jardin. Et le compost, bien ça, on en fait beaucoup chez nous. Hein, lorsqu'on cuisine, ces retailles de légumes-là peuvent être bénéfiques pour notre jardin. C'est super de le réutiliser. Et puis, on pense aussi à des feuilles qu'on a raclées chez nous. Là, on peut les utiliser aussi.
Alors, pourquoi est-ce que les amendements, c'est important? Pourquoi est-ce qu'on voudrait ajouter quelque chose? C'est pour préserver la matière organique, ajouter de la matière organique, puis assurer son cycle de vie. Donc, j'ai mis une photo ici qui explique un peu pourquoi c'est un cycle. Puis, l'important, c'est qu'il y a des déchets de plantes, des excréments d'animaux, des choses vivantes qui ont fini leur vie, qui vont retourner au sol, être décomposées par des vers de terre, par exemple, les grandes vedettes du sous-sol. Puis, ensuite, leurs déjections vont retourner aux plantes qui sont sur le dessus. Donc, les plantes meurent, sont décomposées, et puis, qu'est-ce qui est décomposé? Ça va être réabsorbé par les plantes qui sont vivantes au-dessus. Donc, ça, c'est un cycle qui se fait naturellement dans le sol en pleine terre, surtout lorsqu'on a des plantes au-dessus, là, des feuilles mortes ou des animaux qui se promènent, par exemple, des cochons sur une ferme qui vont en faire des excréments, puis etc. Mais lorsqu'on cultive dans un bac, c'est comme un cycle fermé. Donc, si on enlève les légumes qui ont terminé de pousser, puis qu'on a juste de la terre, ce cycle-là ne peut pas se faire. Donc, si vous êtes en train de cultiver dans des bacs, par exemple, là, c'est encore plus important de laisser des feuilles. Bon, il y a une laitue qui a terminé, on la laisse là, on coupe, puis on laisse les déchets sur le dessus. Ou par exemple, une tomate a fini de produire des fruits, bien, on va couper. S'il n'y a pas de maladie dessus, il n'y a pas de moisissure, on peut laisser les branches de tomates sur le dessus de notre bac, puis ça va être redigéré. Donc, les nutriments qui avaient été pris du sol pour faire pousser votre tomate, bien là, elle meurt, bien, ça va retourner dans le sol. Donc, ça fait un beau cycle de renouvellement de la matière organique. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors, si vous les enlevez, que vous gardez ça propre, bien, la terre, elle va finir pauvre en matière organique. Puis, ça, c'est la matière organique, c'est ça que les légumes adorent et ont besoin et que le sol a besoin. Donc, comment se procurer de la matière organique? Comment en faire chez nous? On peut utiliser du compost. C'est un des meilleurs outils. Et puis, c'est facile de s'en procurer parce qu'on mange quelque chose, puis ensuite, on peut le retourner à la terre. Donc, le compost va commencer par avoir l'air de coquilles d'œufs, plures de bananes, plures d'orange, un bas de céleri qu'on a jeté. Et puis, à la fin, lorsqu'il a bien fini, il va avoir l'air de ceci. Et donc, parlons un petit peu des méthodes pour faire votre compost à la maison. Puis, c'est de mélanger des matières vertes et des matières brunes. Des exemples de matières vertes, on va voir des plures de légumes et de fruits, du gazon qu'on aura taillé, des végétaux, des mauvaises herbes sans graines, par exemple, parce que si vous prenez des mauvaises herbes où est-ce qu'il y a comme des graines, bien, ça va se reproduire dans votre compost. Puis lorsque vous allez étendre ça, vous allez étendre des mauvaises herbes. Alors, assurez-vous de prendre des mauvaises herbes sans graines. Lorsque vous désherbez, là, vous voyez des feuilles de pissenlit, ça c'est correct. Et des tiges molles de végétaux. Puis, moi, j'étais bien surprise, mais des poils d'animaux, ça constitue des matières vertes, des matières humides qu'on appelle. Puis, on veut mélanger ça avec des matières brunes, ce qu'on appelle des matières sèches. Et alors, on va voir des feuilles mortes. Alors, c'est super bénéfique d'avoir des feuilles mortes qui traînent chez nous parce qu'on peut les mélanger et créer notre propre compost. On va penser à des coquilles d'œufs écrasées, le contenu d'un sachet de thé. On peut le déchirer puis le mettre dans un pot, puis éventuellement tout amener nos vieux restants de thé en feuilles. On peut le transférer au jardin, le transférer à notre composteur. Puis, on va penser aussi aux restants de grains de café.
Alors, même le filtre. Donc, quand on fait du café dans une machine avec un filtre en papier, on peut le prendre et l'inclure dans notre compost. Puis, du papier déchiqueté. On va voir aussi du vieux terreau d'empotage. Donc, peut-être que j'ai commencé des plants à l'intérieur, puis là, une fois que j'ai repiqué, il m'en restait dans le fond de mon pot. Bien, je peux le transférer au compost. Puis aussi la sciure de bois. Mais il faut faire attention à quel genre de sciure de bois. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez nous contacter. Et donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, on attend jusqu'à ce que ça devienne comme que ça ait l'air de la terre. Là. On ne voit plus les coquilles d'œufs, on ne voit plus les formes de feuilles ou les formes de légumes qu'on a mis à la base. Puis ça va confirmer que votre compost est prêt. Quand il sent comme la terre de forêt, là, ça doit sentir bon. Tu sais. Donc, lorsque ça a l'air un peu d'une consistance de terre, c'est là que c'est rendu prêt à être utilisé. Puis, lorsque vous regardez votre compost, puis par exemple qu'il n'est pas fini. Donc, vous voyez encore un petit morceau de peau de banane. Ça veut dire qu'il n'est pas fini lorsqu'on voit encore des morceaux. Là. Et donc, vous pouvez le brasser puis le mettre à la surface, puis ça va continuer de se décomposer. Donc, ce qu'on veut, c'est exactement une décomposition. Puis, en même temps, ça va réchauffer le sol. Tu sais, vous pouvez le mettre à côté d'une culture, là, puis ça va se décomposer à côté. L'autre plante va en bénéficier, puis ça va réchauffer le sol. Donc, tout le monde est heureux. Détail très important, lorsqu'on fait notre propre compost, il s'agit d'éviter les produits laitiers, les graisses comme les huiles. Donc, si on fait une salade et on a une vinaigrette, bien, ça serait peut-être préférable de ne pas mettre des légumes qui auraient trempé dans l'huile, tu sais. Et éviter le plastique, les métaux, les excréments d'animaux et les viandes, les poissons, les morceaux de poisson et l'os. Surtout les aliments comme les huiles, les produits laitiers et les viandes, évitez de les mettre dans votre compost. Puis, comme ça, vous n'aurez pas de problème des invités indésirables qui vont aller manger dedans. Donc, les plastiques aussi, c'est évident parce que ça ne va pas se décomposer. Les plastiques, on sait, ça peut prendre certaines centaines d'années à décomposer. Donc, on ne voudrait pas mettre ça non plus dans notre compost puisqu'on va manger les choses qui auront poussé grâce à ce compost. Donc, on essaie de garder ça propre. Je vais vous présenter des méthodes pour faire du compost à la maison. Puis, après la pause, je pense qu'on aurait le temps là, pour toutes les questions, puis le moment de discussion, puis aussi faire un petit brainstorm là, sur est-ce qu'il y a des techniques qu'on a vues aujourd'hui que vous avez le goût de voir. Donc, je vais poursuivre avec des méthodes. Il y a le composteur au jardin. Et puis, celui-là, effectivement, vous pouvez soit l'acheter déjà fait ou le faire vous-même. Puis, l'important pour celui-là, c'est de le garder humide et de le tourner souvent. Donc, vous voyez, là, c'est comme une genre de boîte noire. Bien, l'autre bord de ça, il y a comme une petite porte. Puis aussi, sur le dessus, il y a un capuchon que vous pouvez enlever puis aller brasser ça parce que vous voulez aérer. Celui-là, c'est quelque chose qu'on veut aérer. Même si ça avait été fait dans une structure en bois, là, comme la photo du dessus, vous voulez vraiment ajouter de l'oxygène là-dedans. Et puis, ça va faciliter la décomposition. Par la suite, on a le compostage naturel en surface. Donc, c'est ça que j'expliquais là. C'est que vos déchets de plantes du jardin, vous avez taillé des choses qui sont terminées, vous pouvez les mettre comme paillis. Donc, c'est quelque chose qui va simplement se décomposer sur le sol chez vous. Alors, il y en a qui ne trouvent pas ça très joli. Vous pouvez rajouter de l'herbe par-dessus pour comme cacher. Oh, je ne veux pas voir mes pleurs de banane. Ah, OK, bien, on peut mettre un petit peu d'herbe. Puis ça va agir comme un paillis. Et ça va se décomposer parce que, bon, c'est directement au sol. Puis, il y a des vers de terre qui vont se faire un festin là-dedans.
Donc, c'est simplement d'étendre ça. Puis oui, on va voir des morceaux, mais ça se décompose parce que la vie du sol, elle travaille pour nous. Et ensuite, il y a le balcomposteur. Donc, dans ce mot-là, on a balcon et composteur. Puis, ça, c'est un compost qu'on fait graduellement, comme sur l'image, dans une jardinière. Donc, on a quelque chose qui pousse, mais au centre, on met un contenant avec un couvert et des trous. Donc, il y a des trous qui sont faits dans le fond, puis on met nos restants de cuisine et la décomposition se produit, puis un jus qui va s'écouler, qui va faire un engrais riche qui va être absorbé par les cultures qui sont à côté. Donc, il s'agit juste de l'ouvrir souvent pour mettre vos restants de cuisine et la nature va faire le reste. Donc, ça, c'est peut-être une idée que vous pouvez essayer sur votre balcon si vous avez un petit espace. En tout cas, moi, depuis que j'ai découvert ce truc-là, ça me tente d'essayer. Et ici, on a le vermicomposteur. Alors, c'est en plusieurs étages. On va mettre premièrement nos déchets de cuisine, par exemple. L'étage d'en dessous, il va avoir des vers de terre, des lombrics. Donc, c'est eux autres qui vont tout décomposer et les étages d'ensuite, il va y avoir d'autres processus. Par exemple, vous voyez là, l'étage du bas, les excréments vont être comme filtrés. Fait que c'est des pots avec des trous en dessous. Puis, ça se fait très facilement à la maison ou vous pouvez en acheter fait en magasin. Puis, vous procurez des verres faits pour le vermicompostage. Donc, ça se fait à l'intérieur de la maison. Puis, ça va produire un compost et un engrais très riche. Par la suite, une des dernières méthodes de compostage à la maison, c'est le bokashi. Donc, ça va être une technique qui est super pratique pendant l'hiver parce que ça se fait à l'intérieur de la maison. Puis, on va se dire, sortir à l'hiver tout le temps pour mettre nos résidus de cuisine dans le compost, c'est pas agréable tout le temps. Ça fait aucune odeur et puis ça se fait sans oxygène. Alors, on prend 2 chaudières, 2 gros seaux. Vous pouvez les acheter, acheter des seaux faits pour ce processus-là ou vous créez vos propres seaux. L'important, c'est qu'il y ait comme un petit robinet ou une petite valve au bas que vous pouvez ouvrir pour faire sortir du jus. Alors, ça utilise un processus de lactofermentation. La lactofermentation, c'est un peu comme le processus des pickles, tu sais, les cornichons. Donc, ce processus-là va créer un compost super riche, renforcé. Donc, il va être très puissant. Puis, ce que vous pouvez faire, dans le fond, c'est faut s'acheter effectivement, comme sur l'image, du son de bokashi, du son de blé. Et puis, vous pouvez le mettre en couche. Donc, ça serait de mettre une couche de son, puis ensuite une couche de légumes de vos restants de cuisine, puis ensuite une autre couche de son bokashi, là, le blé, qui sert un peu comme qui a l'air un peu de gruau. Puis ça, ce que ça va faire, c'est qu'en couche, ça va se décomposer, lacto-fermenter, puis le jus va tomber au bas. Et puis ce jus-là, vous pouvez le diluer dans 100 millilitres, non, excusez, c'est 10 millilitres pour 10 litres d'eau. Donc, 10 millilitres de jus de votre compost pour 10 litres d'eau. Alors, ça crée énormément d'engrais liquides par la suite. Puis, c'est très, très riche. Donc, c'est une alternative vraiment intéressante, surtout que ça se fait en dedans de la maison puis que ça sent rien. Et puis, l'important, c'est d'avoir 2 seaux parce que pendant qu'il y a un seau qui est en train de fermenter, puis créer du jus, ben là,
faut le laisser fermenter 2-3 semaines. Donc, vous avez un pot qui est en train de faire son travail, puis vous avez un autre pot que vous êtes en train de remplir. Alors, une fois que lui a fini de fermenter, bien, vous pouvez aller le mettre au jardin, l'enfouir, l'utiliser. Puis, ensuite, on recommence. Donc, ce pot que j'étais en train de remplir, bon, là, je vais le reposer 2-3 semaines, puis ensuite retourner à mon autre pot qui est maintenant vide et continuer à cuisiner, mettre mes déchets dedans. Puis, vous pouvez ensuite mettre le contenu dans vos bacs sur votre jardin. Très tentant comme méthode. C'est ce qui conclut les stratégies pour aider notre sol à maximiser son potentiel, créer des beaux légumes forts et nombreux. Donc, j'irai pour la pause et au retour, on va voir qu'est-ce qu'on fait au jardin cette semaine, mais aussi j'aimerais avoir quelques-uns de vos commentaires sur la première partie.